Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Transition, quel bilan un an après la rectification? C'est le thème de notre grand dialogue d'aujourd'hui. Le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta, à l'époque vice-président de la transition, met fin aux fonctions du président de la transition, Bandao, et de son premier ministre, Mokhtar Wane. Le colonel Goïta prend ainsi les rênes du pouvoir suite à ce que certains appelleront rectification de la trajectoire de la transition. Dr Shogel Kokala Maïga, membre du comité stratégique du M5 RFP, est alors nommé Premier ministre. Une année après, quel est le bilan de cette transition sous la houlette de Assimi Goïta et Shogel Kokala Maïga? Le Mali courant incarné par la gouvernance vertueuse est-il une réalité? Quels sont les défis qui se posent à cette transition? Comment les relever? Voilà, entre autres questions que nous allons aborder avec nos invités. Ils sont au nombre de deux. Mariam Touré de la Convention pour le Mali et Sekou Niamé Bathily du Rassemblement pour le Mali RPM. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'après cette rectification de la transition, on peut dire aujourd'hui que celle-ci était nécessaire? Sekou Niamé Bathily. Merci pour cette question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à présenter toutes mes condoléances d'abord à l'honorable Sori Kourouba, un militant convaincu de notre parti que nous avons perdu malheureusement hier. Et profiter de cette occasion aussi pour présenter mes condoléances à toutes les victimes civiles et militaires, maliens étrangères plutôt, qui ont perdu la vie au Mali lors de cette crise. Et parlant de la rectification, une année après, Mokhtar Wane et Bandao, le régime a été, on peut dire, dessus aussi, comme on l'a connu le 18 août 2020 avec le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais le motif avancé dans les premiers discours du président de la transition actuelle, qui est Assimi Goïta, moi j'ai retenu deux choses. La première chose, c'est surtout empêcher le corporatisme dans la gestion des affaires publiques, mais aussi l'exclusion, combattre l'exclusion. Les premiers mots que le président Goïta a avancés, ce sont ces deux mots. C'est-à-dire, mais une année après, est-ce que ce corporatisme-là a été combattu? Est-ce que l'exclusion a cessé dans la gestion des affaires publiques? Je pense que les Maliens sont témoins. Pour le corporatisme au sein de l'armée, parce que le président Goïta disait à l'époque, la trajectoire que Mokhtar Wane et Bandao avaient pris, s'ils n'intervenaient pas, ça pourrait mettre en tout cas un problème au sein de l'armée. Mais est-ce que cette trajectoire a changé aujourd'hui? Non, pas du tout. Moi, je peux dire en quelques points, il y a eu des avancées telles que la sécurité, on l'a toujours évoqué, mais dans d'autres domaines aussi, ça stagne. Les choses ne bougent pas. Mais une année après, on se pose la question, est-ce que l'exclusion a été combattue? Est-ce que les Maliens sont rassemblés? Est-ce que la gouvernance actuelle a permis aux Maliens de se donner la main pour faire face à l'essentiel? Parce que c'est ça, au fait, l'objectif visé. Parce que tout ce que nous entreprenons comme acte, s'il n'y a pas cette cohésion-là derrière, ça serait très difficile. Donc une année après, nous avons quand même vu que les engagements pris vis-à-vis des Maliens n'ont pas été honorés. Et ces engagements, parmi lesquels l'organisation des élections générales le 27 février est un engagement fort des autorités de la transition. L'actuel Premier ministre l'a rappelé pendant qu'il était au M5 RFP, il n'était pas encore à la primature. Il avait dit 18 mois, pas un jour de plus. Mais nous avons quand même vu qu'une année a permis quand même d'isoler encore plus le Mali. Nous pouvons dire que notre pays vit actuellement en vase clos, un pays qui
s'isolent de plus en plus et qui n'essayent pas d'aller vers un dialogue franc avec les partenaires, surtout les pays voisins qui entourent notre pays. Donc il y a autant de difficultés que nous pouvons dire. C'est pour dire que pendant ces 12 mois-là, lorsque le Premier ministre a été au CNT devant les membres du Conseil national de la transition, il s'est auto-évalué et il s'est donné 33,87%. Donc nous pouvons dire que le bilan déjà de cette période-là est mitigé. Et nous pouvons aussi penser qu'à part l'aspect sécuritaire qui a évolué, bien sûr, mais même là, il y a beaucoup à faire. D'accord. Donc pour vous, le bilan est mitigé. Mariam Touré, vous pensez autrement? Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens vraiment à remercier pour l'invitation sur le plateau et aussi à prier Dieu vraiment pour le repos des soldats tombés sur le front. Bon, par rapport à notre analyse sur la durée de la transition, l'anniversaire de la transition, moi je crois que c'est un bilan positif. C'est un bilan positif, cela est expliqué sur beaucoup de points, sur beaucoup de domaines. Si nous prenons le domaine de la défense, les recrutements massifs au sein de l'armée par rapport aux années précédentes, c'est vraiment, il y a vraiment des cas. Donc ça, il y a à féliciter et ça c'est positif. Bon, par rapport à l'avancée aussi des choses, surtout au niveau de l'administration, moi je crois que parce que c'est des personnes. C'est des personnes, et c'est vrai, il y a cette volonté, et cette volonté, elle n'est pas acquise maintenant, c'est vrai, et c'est émanant de tous les Maliens. Mais il ne faut pas oublier aussi que pour la réalisation de ces volontés, on a besoin de plus de temps. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas se réaliser en un clin d'œil. Donc, moi, je crois que le peu de temps qu'ils ont eu à effectuer dans la transition, donc les manœuvres sont vraiment à féliciter. Mais est-ce que la transition aussi n'est pas une période limitée? Cela était prévisible, non, par les autorités. Elles devaient s'attendre à ça, non? Effectivement, c'est une période limitée par les autorités, pas les autorités seulement. Les Maliens même ont essayé de limiter cette transition, même si ça a causé des débats. Donc moi, je crois que c'est vrai, la transition, elle n'est pas éternelle. Oui, mais par rapport au bilan de ce qui a été fait, on peut dire que vraiment par rapport aux autres régimes, il y a eu beaucoup d'avancées. Alors, vous parlez sur le plan sécuritaire, vous dites qu'il y a eu des recrutements massifs. Sékou Niamé Bathily aussi dit qu'il y a eu des avancées, quelques points de satisfaction sur le plan sécuritaire. Mais est-ce le seul point de satisfaction pour vous? Non, ce n'est pas le seul. Dans quel autre domaine? On peut citer le plan sécuritaire parmi tant d'autres. Si nous prenons le plan diplomatique, nous verrons qu'au jour d'aujourd'hui, le Mali, c'est l'un des pays les plus respectés au monde, même si cela n'est pas directement dit comme il le faut. Mais moi, je crois qu'à travers le Mali, les Africains de nos jours se sentent vraiment fiers d'être Africains, surtout en général, précisément les Maliens. Donc moi, sur le plan diplomatique, je crois qu'il y a eu des changements. Parce que le Mali, cette souveraineté dont on parlait à chaque fois, cette indépendance dont on parlait à chaque fois, on avait l'attente de ces réalisations-là dans les rêves. Mais nous avons vu que pour ces indépendances, cette autonomisation, c'est réel et on peut le faire. Et je crois que les autorités actuelles nous ont montré vraiment la preuve de cela. Donc sur le plan diplomatique, sur tant d'autres. Même sur le plan administration, vous avez vu récemment les actes que le président de la transition a causés face à l'administration notive, à l'augmentation massive des fonctions fictives au niveau de l'administration publique. Donc moi je crois que le changement c'est partout. C'est partout le changement. D'accord. Sékou Niamé Bathily, il dit que plutôt Mariam Touré
Touré dit qu'il y a eu des avancées dans beaucoup d'autres domaines. Elle cite notamment la diplomatie. Sur le plan diplomatique, nous avons une diplomatie, alors selon elle, qui s'affirme maintenant. Est-ce que vous aussi, vous avez relevé cette remarque, ou bien vous pensez que ce n'est pas un point à mettre au crédit des actuelles autorités? Non, bon, on ne peut pas nier, c'est-à-dire la diplomatie offensive actuelle du Mali. C'est une réalité, mais sauf que moi, je ne les prends pas trop en compte. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de l'isolement. L'isolement, ça fait partie du plan de la politique aussi diplomatique du Mali. Mais est-ce qu'on est isolé? Les autorités, mais bien sûr que oui. C'est un pays qui se trouve entouré des États avec lesquels les frontières sont fermées. Donc ça, c'est un isolement. Le Mali, notre pays, malheureusement, est suspendu des instances et organes de la CEDEAO, des instances et organes de l'IMOA, des instances et organes de l'Union africaine. Il n'y a pas plus qu'isolement que ça. Donc moi, je pense que le fait que la diplomatie malienne actuelle permet aux autorités de s'assumer, ça aussi, ça n'est une autre chose. Ce n'est pas comparable à ce que moi je suis en train de dire en termes d'isolement. Parce que l'isolement, ça concerne les engagements pris par les autorités elles-mêmes pour mettre un terme à la transition actuelle. Et on se rappelle encore, au début de la transition, il y a une concertation de 3 jours. Et c'est cette concertation qui a décidé de la charte de la transition qui devait compléter la Constitution et une feuille de route. Et quand l'actuel Premier ministre est venu aussi, il a présenté un plan d'action gouvernemental devant les CNT. C'est dans ces plans-là où il y a 4 axes. Donc, si on devrait évaluer les bilans, c'est en fonction de ces plans-là. Et le Premier ministre lui-même a envoyé une correspondance au président du Conseil national de transition pour dire que l'auto-évaluation leur a permis de savoir qu'ils n'ont fait que 33,87. C'est important, cette auto-évaluation-là. C'est comme pour dire que c'est eux-mêmes qui sont à la manœuvre, qui disent qu'ils ont fait 33%. Donc, on ne peut pas être plus royaliste que le Oura. Si c'est eux-mêmes qui s'auto-évaluent, nous, on ne fait que constater les faits. Parce que les 4 axes, nous avons la sécurité. Le premier axe est relatif à la sécurité. Nous avons tous dit, oui, il y a des avancées. Il y a des avancées parce qu'il faut savoir que nous avons fait des acquisitions des équipements militaires, des hélicoptères, des aéronefs, des radars. C'est bien. Que votre régime n'a pas pu faire en 7 ans. Mieux alors. Notre régime a fait mieux en termes d'acquisition parce qu'il ne faut pas comparer 7 ans à 1 année ou 2 ans de transition. Il faut qu'on soit clair. Nous l'avons dit, les autorités actuelles ont fait des acquisitions d'équipements énormes, importants, dont les femmes en ont besoin. Mais il faut savoir que le régime dessus aussi a beaucoup fait en matière de sécurité. Il ne faut pas renier ça. Quand le régime dessus venait au pouvoir, on le sait tous ici, les soldats maliens n'avaient même pas... Il y a 3 soldats qui se partageaient une arme. Les soldats n'étaient pas bien habillés. Il n'y avait même pas de chaussures et autres. Sur le terrain aussi, ça manquait de véhicules de combat. Ça manquait des hélicoptères de combat. Et tout ceci ont été achetés lors du régime dessus. Mais actuellement, le débat se trouve au niveau de l'évaluation de la rectification. Et il faut savoir, ce que moi j'ai reproché peut-être aux autorités actuelles, c'est de ne pas communiquer aux Maliens les prix, les coûts de ces matériels-là. On l'a vu, les régimes d'ici l'ont fait, et avant eux. Même lors de cette transition, les premières acquisitions, on a vu que les coûts ont été communiqués. Mais pourquoi les dernières acquisitions jusqu'à présent? Et quand on a posé la question au Premier ministre devant les CNT, la réponse était claire de son côté. Il dit que les chiffres, c'est l'affaire des militaires. Comme pour nous dire que oui, le bilan de la sécurité aussi, c'est l'affaire des militaires. Donc moi, je pense que ce n'est pas une réponse appropriée. La transparence exige à ce que les autorités actuelles communiquent beaucoup plus sur l'utilisation du fonds du contribuable malien. C'est très important pour la suite des activités. Maintenant, dans les autres domaines, les réformes politiques institutionnelles, parlons-en. Qu'est-ce qui a été fait dans ces domaines-là? Qu'est-ce qui a été fait? Et depuis 1 année, on attend seulement à ce que le Premier ministre ou le gouvernement actuel puisse nous montrer un seul point d'avancée dans ces domaines-là.
Il y avait tellement de réformes, la réforme de la charte des partis politiques, l'audit du fichier électoral, il y avait la révision constitutionnelle, il y avait aussi l'installation de l'organe unique de gestion. Je me rappelle encore quand le gouvernement actuel venait, nous on a eu à dire les partis politiques que pour l'organe unique de gestion on est d'accord, mais pour installer cet organe-là il nous faut 2 ans. Et à l'époque, les experts du Premier ministre disaient qu'il leur suffisait 3 mois pour installer l'organe unique de gestion. Et nous sommes à 12 mois, l'organe unique de gestion n'a pas été installé. Mais est-ce que cela ne s'explique pas aussi par le fait que vous, classe politique, vous êtes réticents par rapport à la mise en place? Il n'y a pas de consensus au niveau de la classe politique? Non, il y avait bien un consensus au niveau de la classe politique. Je vous rappelle, le 25, le 26 et le 27 février 2021, il y a eu une rencontre avec le Premier ministre d'alors, Mokhtar Wane, où la classe politique et la société civile se sont mis d'accord sur un projet de loi électorale. Et lorsque l'actuel Premier ministre est venu, il a mis à côté, à l'écart, il a mis à côté ce projet. Et lui-même, il a convié une autre rencontre où la classe politique a boudé et la société civile. Et c'est pourquoi nous avons un projet de loi électorale actuel qui est sur la table du CNT. On a été écoutés autour de ces projets-là. Et ces projets-là ne font pas l'unanimité parce que les projets-là n'émanent pas de la classe politique. C'est tous les problèmes. C'est pourquoi je dis le clivage actuel du Premier ministre n'est pas caché. C'est-à-dire c'est un Premier ministre qui est parvenu à diviser les Maliens encore plus, à diviser mais pourquoi vous focalisez sur le Premier ministre alors que, en tout cas, il est en tandem avec le président de la transition. Tout n'est pas de sa responsabilité, ou bien? Il est le chef du gouvernement. Il coordonne l'action gouvernementale. Nos textes, la Constitution nous permet de l'interpeller. C'est ça qui est la différence entre lui et le président de la transition ou le chef de l'État. La Constitution n'a jamais permis au président de la République ou le chef de l'État d'être interpellé par les députés ou par les membres du CNT. C'est le Premier ministre qui est interpellé. C'est le Premier ministre qui est allé devant le CNT présenter son programme d'action gouvernementale. C'est le Premier ministre qui s'est engagé à mettre en œuvre les contenus de ces programmes d'action gouvernementale. C'est au Premier ministre que nous allons demander nos comptes. Il est le chef du gouvernement. Donc il faudra que ceci soit clair pour que les gens comprennent que ce n'est pas un combat contre une personne, mais il représente, il est le chef d'une institution de la République. Il s'est engagé à mettre en œuvre une politique et à la fin de la période donnée, nous devrons être capables de lui demander qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. D'accord. Mariam Touré, sur le plan de la gouvernance, hein, le Premier ministre, les actuelles autorités s'étaient engagées quand même en faveur d'une gouvernance vertueuse. Le slogan Malikoura, on nous avait dit que beaucoup de choses allaient changer sur ce plan, mais nous voyons que de vieux démons sont en train d'être réveillés, comme le scandale sur l'attribution des logements sociaux, le scandale autour du recrutement au niveau de certains services étatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une petite déception sur ce plan-là? Bon, moi, je ne dirais pas une déception, parce que c'est juste une petite partie de la gestion étatique. Donc, qui, à mon avis, se rectifie petit à petit. Parce que moi, je crois que la transition, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier l'administration, elle est gérée par tout un État. Donc, même si les autorités ont la volonté de changer, si les personnes, les subordonnés, c'est-à-dire au sein de l'administration, il n'y a pas vraiment la lumière. Moi, je crois que ça peut beaucoup jouer aussi sur les faits. Bon, par rapport à ça aussi, comme je l'ai dit dans ma première intervention, les autorités actuelles sont en train de prendre des mesures pour vraiment caler ces fléaux-là. Bon, avant d'avancer dans les propos, moi, je voudrais signaler quelque chose parce qu'on disait que le Mali est dans l'isolement à l'heure actuelle. Moi, je dirais que non, je ne suis pas complètement d'accord.
c'est vrai, à l'heure actuelle, nous sommes en matière diplomatique, un État a besoin de chacun, de tout le monde, pour vraiment aller de loin. Mais il ne faut pas oublier aussi que cet isolement n'est pas voulu vraiment par l'État malien. Cet isolement a été imposé venant de l'extérieur sur les autorités maliennes et les Maliens. Bon, cela ne veut pas vous aussi dire que... des sanctions, voilà, que ce soit des sanctions, que ce soit la mise à l'écart de l'État malien et la mise de côté de l'État malien, tout ça, moi je crois que c'est des choses, c'est des actes qui sont vraiment illégaux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment prise sciemment contre l'État malien, contre le Mali, vraiment seulement pour le punir. Donc ça c'est de un, mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que cet isolement a permis à l'État malien aussi de renforcer ses liens avec d'autres pays aussi qui ne sont pas aussi de la CEDEAO, mais avec qui dans le jour à venir, dans le futur, pourra vraiment collaborer. Tels que la Guinée, tels que la Russie, etc. D'accord. Sékou Bathily parlait de l'organisation des élections qui devaient se tenir en février dernier, un engagement aussi qui n'a pas été respecté. Comment vous expliquez cela? Bon, moi je ne dirais pas que ça n'a pas été respecté parce que il faut pas oublier que nous sommes toujours dans le cadre de l'inclusivité parce que à la fin de l'année 2021, les autorités ont eu à rassembler tous les Maliens. Tous les Maliens, une première pour le Mali, à mon avis, vraiment de rassembler presque la majorité des Maliens pour aller parler d'une même chose. Et moi, voilà, qui est les assises nationales de la refondation. Donc moi, je crois qu'au sortir de ça, les Maliens ont eu vraiment à émettre beaucoup de problèmes sur la table, y compris le problème de la gestion unique des élections. Donc moi, je crois que ça fait partie des doléances et peut-être l'exécution de la chose peut prendre du temps selon certaines personnes, mais moi, je crois qu'il n'est pas encore tard vraiment pour vraiment tirer de lenteur ou bien de rapidité par rapport à l'exécution de cela. Alors, Sékou Bathily, nous avons vu que sous cette transition, nous avons vu qu'il y a des dossiers qui ont quand même été ouverts au niveau de la justice. Même récemment, des hauts gradés ont été mis sous mandat de dépôt. C'est quand même un point de satisfaction, non, comparativement au régime précédent où des enquêtes n'étaient jamais fermées, il n'y avait pas d'action concrète, pas de mise sous mandat de dépôt. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je me porte en faux par rapport à ce que vous dites. Au régime passé, il y a eu beaucoup de mandats de dépôt. Et même dans les camps du parti au pouvoir, il y en a eu. On peut citer beaucoup si vous voulez. Mais la transition en cours, parlons-en. Moi, j'ai suivi le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur plus de 1400 dossiers instruits de 2018 à 2021, je crois. Il n'y a eu que 400 dossiers qui ont été jugés. Imagine la différence qu'il fait. Plus de 1000 et quelques dossiers restés comme ça, soit en information judiciaire, ou soit en enquête préliminaire, etc. Donc on peut dire, moi je pense que les mandats de dépôt ne sont pas des solutions. Quand on arrête des gens, il faut les juger. Mais si on devrait faire des mandats de dépôt et faire des mois, des années, sans pour autant mettre fin à un dossier, les dossiers ne sont jamais clôturés, ça reviendra à la même chose, ce que vous dites. C'est-à-dire, les enquêtes sont là, mais ne sont jamais fermées. Moi, j'encourage la justice. Ce qui est en train de se passer est très bon. Parce que, imaginez un peu, la loi d'orientation et de programmation militaire, c'est plus de 1230 milliards injectés dans la formation, la réorganisation, l'équipement de l'armée
les fonds destinés à l'armée a été utilisé à d'autres fins. Mais par qui? C'était sous votre régime? Et bien sûr. Oui. Bien sûr, sous notre régime. Alors, la réponse, c'est vous qui l'avez? Pas du tout, c'est la justice qui l'a. Nous sommes dans une démocratie où la séparation du pouvoir est très nette, est très claire. Ce n'est pas aux politiques de dire ce que la justice doit faire. C'est la justice indépendante, c'est à la justice de poser les jalons, c'est à la justice de poser les actes, c'est à elle seule qui revient des droits de dire qui a fait quoi et qui devrait être arrêté. Nous, on n'a pas cette latitude-là, on n'a pas cette prérogative-là. Donc, il reste très clair que la lancée de la justice, c'est la salie. Donc, j'exhorte la justice à continuer, mais je demande aussi à ce que les mandats de dépôt ne restent pas seulement en mandat de dépôt, ne constituent pas seulement à arrêter des gens et à les fermer, mais à les juger et, si possible, les condamner ou les libérer s'y allier. Donc, maintenant, parlons des dossiers dont vous avez parlé récemment par rapport aux logements sociaux, différents recrutements de la police. Tout à fait. Cette gouvernance vertueuse que nous avaient promis les autorités actuelles, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes sur cette lancée-là? Moi, je pense qu'on a promis aux Maliens un changement. Ce qui a été promis aux Maliens. Dans les régimes précédents, nous avons connu des scandales. Il faut les reconnaître. Donc la gouvernance actuelle devrait faire de telle sorte que des cas comme ça n'arrivent pas. Et si des cas arrivent, il ne s'agit pas aussi de les détecter, c'est-à-dire de dissoudre les commissions, de mettre de nouvelles commissions. Ce n'est pas ça la solution. Derrière, on est en train d'encourager l'impunité. Parce que si les fautifs sont connus, il faut les sanctionner. La justice doit faire son travail. Mais dans les différents dossiers dont nous venons de parler, quel est ce dossier-là dans lequel on a entendu que des gens sont arrêtés et doivent être jugés? Ça n'existe pas. Donc ça veut dire quelque part cette gouvernance vertueuse qui a été promise aux Maliens, on est loin de cette gouvernance-là. Et c'est ça le problème actuel. Donc une année après, nous avons connu aussi des scandales. On a vu des recrutements. Ça n'en finit d'ailleurs pas. On a vu des commissions qui ont été dissoutes, d'autres qui ont été créées par les mêmes membres. On a connu tout ceci lors de cette transition. D'accord. Pour clôturer ce développement, j'aimerais bien quand même dire que l'isolement du Mali, c'est un fait. Je n'ai pas dit que c'est voulu par les autorités, mais c'est un fait. On pouvait l'éviter. On a décidé de prendre cette direction et c'est le peuple qui en souffre aujourd'hui. Les sanctions économiques et financières qui frappent le Mali aujourd'hui frappent directement le peuple malien. Les autorités, et ils sont dans les conditions qui ne leur permettent pas de savoir les chocs réels. Mais allons sur le terrain pour savoir ce que les Maliens vivent actuellement. D'accord. Nous avons posé la question à des Maliens de Bamako. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette année de transition sous la houlette de Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga? Quel est le bilan qu'ils tirent de cette transition? Nous allons les écouter. Le bilan de transition est médiocre et catastrophique. Si on continue comme ça, c'est l'effondrement du Mali. Le côté militaire, dans l'ensemble, ça va un peu. Le bilan, c'est excellent. Assimi, on a trouvé que c'est des grands patriotes. Mais la deuxième transition là, est très positive. Ça, il faut le reconnaître. Tout le monde, si tu regardes les sanctions de la CEDEAO par rapport aux actions, pour pouvoir se sortir de ça, contourner ça, c'est un travail herculien qu'ils ont fourni. Moi, je crois que le président, ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Il n'y a personne qui peut venir imposer le droit dans le pays des gens. Donc, je crois que ce qui est bien, le président doit appeler tout le monde là, quelle que soit la communauté internationale, quelle que soit la CEDEAO. Donc, ce qui lui veut, c'est ça qu'ils vont faire. Le président, la transition doit sortir un calendrier électoral dans la logique. Il va organiser des élections. Tu sais, pour organiser des élections, il faut qu'il y ait des organisations. Ça veut dire qu'il faut finir avec des petites choses. Comme ça, après, ils vont organiser des élections. Ça, c'est aussi la priorité. Il faut que les élections s'assoient.
Alors, Mariam Touré, les avis sont partagés, hein, même si certains pensent que cette deuxième phase de la transition a été bien meilleure qu'à la première. Il y en a qui trouvent que ça a été catastrophique et il faut sortir de ça et organiser les élections. Vous trouvez qu'ils ont raison? Bon, d'un côté, oui, parce que quoi que nous fassions, on a beau à durer dans la transition, la finalité, c'est l'organisation des élections. Il faut vraiment, pour le retour à l'ordre constitutionnel, il faut vraiment que les élections se fassent. Est-ce que vous travaillez à cela, vous qui êtes de la CPM, Convention pour le Mali, soutien du Premier ministre? Et effectivement, nous travaillons dans ce sens. Nous travaillons dans la sensibilisation, dans l'information de la population pour vraiment, pour le choix futur. Donc, nous travaillons dans ce sens. Mais je reviens, l'organisation des élections, oui, mais quand l'organisation des élections? Parce que moi, je crois que nous avons eu à décrier beaucoup de régimes passés et nous avons eu à les traiter de tous les noms. Et pourtant, c'est nous aussi qui les avons mis au régime. Au pouvoir. Donc, mais à chaque fois, à chaque organisation d'élection, il y a cette crise, il y a cette interpellation, il y a ce tiraillement entre les Maliens. Donc, il faut organiser les élections. Faut-il retourner toujours dans ces propos-là, dans ces problèmes-là? Moi, je crois que non. Si nous avons à organiser une élection, il faut que cette élection soit vraiment différente des précédentes. Donc, pour cela, il nous faut vraiment de temps pour analyser, pour observer, pour vraiment prévenir, afin d'organiser une élection vraiment qui est émanant des Maliens. Donc prendre le temps qu'il faudra pour qu'il y ait une organisation vraiment de qualité. De qualité. Alors, Sékou Bati, êtes-vous d'accord? Est-ce qu'on aura le temps qu'il faut pour qu'on ait des élections de qualité, exemptes de tout reproche? Oui, c'est ça le problème. Une transition n'est pas une éternité. Il ne faut pas toujours le temps. On a demandé 18 mois. Les Maliens ont donné 18 mois. Les engagements n'ont pas été honorés. On est au-delà de 18 mois. On demande encore du temps. Que du temps? Mais jusqu'à quand? C'est ça un peu le problème. On nous demande d'aller vers les réformes concrètes. Des réformes qui puissent nous permettre d'aller vers la fin de cette transition. Qui puissent nous permettre d'asseoir, c'est-à-dire cette base-là, pour aller vers l'organisation des élections. On traîne les pieds. Les autorités traînent les pieds depuis combien de mois? Et après, vous aussi, la classe politique? Non, pas du tout. La classe politique a fait de son mieux. Nous avons fait des propositions. Nous ne sommes pas aux affaires. Ce n'est pas à nous d'organiser tout cela. Ouais, mais pourquoi vous ne vous entendez pas avec les autorités sur certaines questions importantes comme le projet de loi électorale, l'organe unique de gestion des élections qui pourrait nous faire avancer? Je vais vous donner quelques détails pour que vous compreniez mieux. La classe politique, je l'ai dit, en février 2021, avec la société civile bien sûr, et les mouvements signataires ont élaboré un projet de loi électorale. Et ce projet était consensuel. Tout le monde se voyait dedans. L'actuel Premier ministre, son parti était dedans. Donc ça veut dire que ça réunissait toute la classe politique et la société civile et les mouvements signataires. Ça, c'est un grand consensus. On devrait profiter de cela. Mais pourquoi venir au pouvoir, mettre ça de côté, tenter d'élaborer un nouveau projet de loi qui ne fait pas l'unanimité, il n'y a pas de consensus derrière, imposer cela. C'est le forcing qui est en train de se passer actuellement au Mali avec les projets de loi actuels sur la table du CNT. Moi, je salue les membres de la commission de loi du CNT qui ont eu quand même cette aimabilité-là de convier tout le monde aux écoutes pour qu'on puisse donner nos propositions concernant les projets de loi. Donc c'est pour vous dire que la classe politique n'a pas refusé
de collaborer avec les autorités. D'ailleurs, le cadre de concertation entre l'administration territoriale et les partis politiques a cessé d'exister depuis l'arrivée du gouvernement actuel. Donc ça, ce n'est pas la faute à la classe politique. C'est au gouvernement d'instaurer ces cadres-là pour permettre un dialogue entre les autorités et la classe politique. Ça n'existe pas. La classe politique, le cadre d'essence plutôt, a envoyé une correspondance au Premier ministre pour une demande d'audience. Cette correspondance, depuis août 2021 jusqu'à maintenant, n'a pas eu de suite. Donc, c'est pour dire, quelque part, le projet de loi actuel sur la table du CNT permet au Premier ministre, à lui seul, d'installer, c'est-à-dire l'organe qui va trancher, qui va organiser et proclamer les élections et les résultats des élections. Vous pensez que la classe politique va se retrouver dans ces projets? 7 membres qui devraient sélectionner les membres de l'organe unique de gestion, sur les 7 membres, le Premier ministre doit donner 4. Il a la majorité absolue, ça lui permet à lui seul d'installer cet organe-là, de contrôler les élections et de proclamer les résultats. Voilà ce qui se passe actuellement au Mali. C'est ce qu'il faut dire d'ailleurs au peuple. Donc c'est pourquoi la classe politique, nous sommes prêts à accompagner les autorités, nous l'avons toujours dit et nous allons continuer à le faire, mais dans les plus grands consensus, dans le respect aussi des textes de notre République. Mariam Touré, alors nous sentons un peu au niveau quand nous écoutons M. Bathily qu'il y a un peu de manque de confiance quand le Premier ministre doit nommer la majeure partie des membres de l'organe chargé d'organiser, de trancher les élections. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour dépasser ce blocage-là? De votre côté, est-ce qu'on ne peut pas lâcher un peu du lest, laisser certains points pour que ces partis politiques aussi puissent avoir confiance au processus? Bon, moi je crois que ce n'est pas une question de laisser une place à A ou à B à une quelconque personne. C'est une question de mécanisme. Et moi, je crois que ce mécanisme-là, c'est des principes qui sont appelés pour vraiment l'exécution de la mise en œuvre de ces mécanismes. Et l'organisation de l'AIG, moi je crois que c'était d'abord une idée qui est émanée des partis politiques, à travers, même si ce n'est pas tous les partis politiques, mais la plupart des partis politiques, c'est eux qui ont décidé pour vraiment l'instauration de cet organe unique de gestion. Oui, mais bon, ils se plaignent, ils n'ont pas confiance au processus de mise en place. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui peut être dans la gestion de cela. Oui, mais il ne faut pas ignorer non plus ceux qui seront aussi élus, désignés à prendre cela à main. Donc, personne n'est mis de côté. Donc, quand nous parlons les politiques, il faut les impliquer dans ça. Oui, depuis le premier jour de la transition, les politiques sont appelés et ils continuent à gérer cela. Moi, je crois que la nomination du Premier ministre en est un exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu comme ça de la rue, il est venu d'un organe. M5, tout le monde sait ce que représente M5 vraiment au sein du Mali et ce que M5 a joué comme rôle dans vraiment l'accession de cette transition. Donc, du début jusqu'à maintenant, les politiques vraiment sont impliqués dans la gestion des choses. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va essayer de les mettre de côté, non. Alors, quels sont les autres défis de cette transition, à part l'organisation des élections aujourd'hui? Bon, il y a trop de défis, il y a plusieurs défis. Il y a des défis de corruption. Parce qu'on a beau aimer une bonne organisation, tant que la corruption, elle navigue dans la gestion des choses, rien n'est fait. Donc ça, c'est un défi que vraiment l'État doit vraiment relever. Donc il y a ce problème d'éducation, d'accès aux services sociaux de base.
on a tous ces problèmes-là vraiment sous la main qui sont à gérer. Alors, comment les relever aujourd'hui? Vous pensez qu'en étant dans des dissensions, dans des petites querelles entre politiques, entre sociétés civiles, est-ce qu'on peut relever ces défis-là aujourd'hui? On ne peut pas relever ces défis. Moi, je crois aussi que ces problèmes politiques, c'est des problèmes vraiment... Moi, je crois que des personnes qui détiennent ces problèmes, arrivées à un moment, sont même convaincus que pour aller de l'avant, on a tous besoin de se donner la main, de s'unir et pour parler un seul langage. Donc, ce n'est pas en se dispersant, en rang dispersé qu'on va vraiment résoudre les choses. Donc, ils sont convaincus de ça. Moi, j'en suis convaincue. Seulement, c'est une question, parfois, il faut le dire. Ça aussi, ça fait la beauté de la chose. Quand vous voyez une chose se réaliser, si vous voyez que ça ne part pas dans le même sens que vous voulez, mais moi je crois que l'objectif visé de tous les Maliens, c'est que le Mali vraiment s'en sorte de cette crise-là. Et moi je crois que même ceux qui sont en train vraiment de parler de côté, c'est la même vision. Peut-être c'est les moyens qui diffèrent. Et je crois que des choses sont mises en place vraiment pour que chacun peut vraiment amener sa pierre pour la sortie du Mali de cette crise. D'accord. Sekoudiame Bathily, elle est convaincue, et je pense que c'est votre cas aussi, que sans l'union, sans une entente, sans un consensus, on ne pourrait pas relever tous ces défis qu'on vient d'énumérer. Mais pourquoi aujourd'hui? Par exemple, votre regroupement, le cadre d'échange pour la réussite de la transition, vous vous battez pour la réussite de la transition, et son mouvement aussi est pour la réussite de la transition. Pourquoi vous ne parvenez pas à mettre les efforts ensemble, à vous entendre pour réussir cette transition? Ouais, nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas aux affaires. Tout ce que nous pouvons faire, c'est proposer. Et nous l'avons fait à chaque fois qu'on a eu besoin de nous. On ne s'est jamais dérobé de cet exercice-là. Donc c'est important. Et nous continuons à le faire, mais souvent, il faut reconnaître que nous sommes dans un pays où seules les propositions qui acclament, qui applaudissent les actes des autorités sont sollicitées. Les voix discordantes sont considérées comme des apatrides. C'est ça, malheureusement, ce qui existe. Et c'est ça le problème. Moi, je pense actuellement, nous devrons se donner les mains, je le dis, je le répète, je le réitère, et prier pour que le sommet du 4 juin de la CEDEAO puisse nous permettre de sortir de cette crise-là et lever l'embargo sur le Mali. Mais est-ce que se donner les mains, est-ce que cela se fait de façon sincère aujourd'hui? Oui, ça dépend de celui qui les sollicite. La main tendue peut rester comme ça en l'air si l'autre ne veut pas la prendre. Nous, on a fait la main tendue, nous avons fait des correspondances, des demandes d'audience, nous avons fait des propositions lors des conférences, des points de presse. Nous continuons à le faire parce que c'est notre pays, mais si l'autre ne veut pas aller dans le même sens que nous, c'est malheureux. D'accord. Et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui faisait le bilan de l'an 1 de la rectification de la trajectoire de la transition. Nous recevions sur ce plateau Sekoudiame Bathily du Rassemblement pour le Mali, l'ancien parti au pouvoir, également membre du regroupement du cadre d'échange des partis, regroupement de partis politiques pour une transition réussie. Mariam Touré, porte-parole de la Convention pour le Mali, un soutien de la transition. Cette émission a été mise en onde par Mamadi Keïta. À la régie vidéo, il y avait Salim Diouara. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un autre grand dialogue. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.